Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, responsable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Hasiba Kabesh, directrice générale adjointe à la Direction générale des services à l'économie et du réseau au sein de la Banque de France, avec qui nous évoquerons la construction d'un indicateur climat au sein de la Banque de France. Nous nous demanderons ensemble quel est l'objectif de cet indicateur climat et quelle est la méthodologie utilisée. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au sujet des retraites et plus particulièrement au rachat de trimestres. Faut-il regarder plus spécifiquement, avec plus d'intérêt, le rachat de trimestres dans un contexte de réforme potentielle du régime de retraite tel qu'il existe aujourd'hui et de départ à la retraite à un âge un petit peu plus élevé? C'est une question que nous poserons à Valérie Batigne, dirigeante et fondatrice de Sapiens de Retraite, mais aussi à Philippe Bainville, expert retraite au sein de l'assurance retraite. On se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, à impact ou à l'ISR de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Hasiba Kabesh. Bonjour Hasiba Kabesh. Bonjour Nicolas Pagnès. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale adjointe à la Direction générale des services à l'économie et du réseau au sein de la Banque de France. Et nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour tenter de décrypter ensemble l'indicateur climat sur lequel travaille la Banque de France. Pour donner un petit peu de contexte, avant que vous nous expliquiez à quoi correspond cet indicateur climat, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, s'est exprimé lors des entretiens de Valpré et a mentionné la possibilité, je parle au conditionnel puisque c'est pas encore sûr, mais la possibilité d'intégrer une cotation verte ou en tout cas une part verte dans la cotation Banque de France des entreprises. Cela passerait par un indicateur climat sur lequel la Banque de France travaille aujourd'hui. C'est exact. Effectivement, nous avons engagé dans le cadre de notre plan stratégique une action, une démarche expérimentale, je peux dire encore expérimentale puisque nous sommes en train de la mener, qui vise effectivement à intégrer dans notre cotation une appréciation de la problématique du risque climatique des entreprises en l'appréhendant à partir de leur situation financière. Donc on parle de risque climatique, l'appréciation finalement du risque climatique par les entreprises. Donc comment est-ce que le risque climatique peut avoir un impact sur l'activité de l'entreprise, c'est ça ? Donc, notre objectif, effectivement, c'est de mesurer l'impact du risque climatique sur la situation financière de l'entreprise. D'accord. C'est ça que nous faisons et de voir indirectement s'il y aura un risque sur son risque de crédit. D'accord. Ouais. Voilà. Et donc, parce qu'effectivement, comme vous le savez, la cotation Banque de France, elle vise à apporter une appréciation sur la situation financière des entreprises à un certain horizon. Bien sûr. Le risque climatique est un risque que nous devons appréhender aujourd'hui pour porter cette appréciation. Donc, une première démarche qui vise effectivement à établir une méthodologie pour appréhender les risques de transition climatique et surtout de prendre en compte les aléas climatiques, effectivement, dans ce cadre-là. Donc, un indicateur climat qui va lui-même rentrer dans une note plus globale, qui est cette cotation des banques de France des entreprises, qui permet ensuite d'apprécier ou non la qualité de remboursement d'une entreprise lorsqu'elle cherche notamment des investissements ou des prêts. Comment est-ce qu'on construit un indicateur ? On parle d'un indicateur climat, hein, on est sur le E de ESG, si on fait le lien avec l'investissement socialement responsable. Là, on est juste sur le risque climatique lié aux entreprises. Oui, alors, c'est une démarche qui se construit avec trois composantes. D'accord. Le risque de transition, le risque climatique, les aléas météorologiques. D'accord. Et puis, ce que nous avons appelé, nous, le risque de maturité. En fait, cet indicateur climat comprend ces trois volets-là, trois composantes. Et le risque de transition, effectivement, c'est travailler et déterminer la trajectoire
de réduction des émissions des gaz à effet de serre d'une entreprise donnée, donc sa trajectoire. Est-ce qu'une entreprise travaille sur le fait de réduire son impact sur l'environnement ? Déjà mesurer, notre objectif c'est de mesurer cela, la comparer avec celle de son secteur, et à partir de là déterminer effectivement l'avancement et les efforts que l'entreprise a à réaliser pour réduire ses gaz à effet de serre et limiter l'impact sur son activité et sur la situation globale de l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle le risque de transition. Donc, ça, c'est la première chose sur laquelle nous travaillons. Donc, pour bien comprendre ce risque de transition, si à un instant T, on mesure un certain impact d'une entreprise sur l'environnement, mais qu'il n'y a rien qui est fait mécaniquement dans le temps, cet indicateur devrait se détériorer pour l'entreprise en question. Il faut qu'il y ait des actions qui soient faites. En fait, l'entreprise, elle doit d'abord déterminer ses risques, ses enjeux, et après déterminer les leviers d'action pour réduire, c'est sa stratégie, pour réduire effectivement ses émissions et réduire les risques qu'il peut y avoir sur sa situation et sur son activité. Et c'est ce qu'elle doit mener, et c'est ça que nous évaluons dans le cadre de cette démarche. Donc ça, c'est le risque de transition. Il y en a deux autres, ou deux indicateurs, notamment mais il y a l'indicateur météorologique également. Voilà. En fait, nous allons également mesurer le degré d'exposition de l'entreprise aux aléas climatiques. D'accord. Et cela, c'est effectivement, sur l'ensemble du territoire, vous voyez qu'effectivement, les données météorologiques évoluent. On s'appuie sur des données très précises fournies par Météo France, et on compare effectivement, on rapproche les données et on croise les données météorologiques aux localisations, aux implantations de l'entreprise, qui nous donnent une exposition brute d'entreprise. Donc, on peut quantifier effectivement le risque, établissement par établissement, localisation par localisation de l'entreprise. Quelle que soit l'activité, on aura le même risque météorologique, ou ça dépend de l'activité inhérente à l'entreprise ? Il y a une approche sectorielle. D'accord. Selon le secteur de l'entreprise, selon la localisation, les risques météorologiques, les aléas météorologiques sont différents. On peut donner deux exemples. Vous êtes dans le bâtiment. On a eu, comme l'été dernier, un événement de canicule très élevé. Bien sûr. Ça a eu un impact sur l'activité du BTP, par exemple. Des heures travaillées en moins, une adaptation de l'organisation pour pouvoir faire travailler ses salariés. Bien sûr. Oui. Et si on regarde du côté du secteur agricole, c'est des rendements qui ont pu baisser, compte tenu des moindres précipitations. D'accord. Donc, c'est des éléments qu'il faut intégrer. Donc, premièrement, il y a l'indicateur lié à la transition de l'entreprise. Deuxièmement, il y a l'indicateur lié au risque climatique. Et alors, le troisième indicateur... Le troisième indicateur climat porte, je le résumerai, sur sa maturité. Alors, il intègre 3 dimensions. Fiabilité des données qui nous sont communiquées, et on va apporter une appréciation là-dessus. Un indicateur de transparence, et on va apprécier la transparence de l'entreprise sur ses engagements et la manière de les respecter et de les mettre en œuvre. Et puis un troisième, qui est celui de la maturité. Et en fait, au travers de cette maturité, on va apprécier la capacité à l'entreprise d'elle-même d'appréhender ce risque climatique. Donc, et ça, c'est plutôt un indicateur, un sous-indicateur qualitatif. D'accord. Les 2 premiers indicateurs reposent sur des données quantitative. Et là, j'insiste beaucoup, parce qu'on doit pouvoir objectiver nos résultats. D'accord. Et donc, on est vraiment dans des données aussi bien sur l'indicateur climat, sur le risque de transition, comme sur celui sur les risques physiques. Nous sommes sur des données quantitatives que nous croisons et que nous travaillons. Et alors, justement, comment est-ce que vous récupérez ces données quantitatives dans un premier temps et qualitatives dans un second temps ? Alors, il y a toutes les données qui sont disponibles dans le domaine public, mais ce qui est le plus important pour nous, et c'est ce qui fait en fait la spécificité de la Banque de France, c'est que nous allons collecter des informations auprès des entreprises que nous connaissons bien, puisque la Banque de France réalise plus de 40 000 entretiens avec les entreprises chaque année au titre de la cotation. Oui, c'est ça. Au-delà des enjeux climatiques, vous le faites déjà, donc vous intégrez ces questions finalement dans les discussions que vous pouvez déjà avoir avec eux. Et vous avez raison, parce que par exemple, la démarche RSE, nous l'avons déjà intégrée dans notre approche de cotation, puisque la cotation, elle repose sur 3 piliers. Des données, une analyse financière, une analyse extra-financière et une approche qualitative dans laquelle nous avons intégré la dimension RSE, et c'est déjà le cas. Et l'indicateur climat, lui, il s'inscrit dans ce cadre. Donc on va un peu plus loin. Et donc qualitativement ou quantitativement, c'est effectivement la même stratégie. Ça veut dire quoi, Hassiba Kabej ? Ça veut dire qu'à terme, on parle au conditionnel, avoir une cotation Banque de France qui prenne en compte l'enjeu climatique d'une entreprise, et donc, si on est un gros pollueur, avoir moins accès à des financements, par exemple ? Alors,
Aujourd'hui, alors on n'en est pas encore là. D'accord. Vous savez, on a établi cette méthodologie, on l'a éprouvée auprès d'une centaine d'entreprises l'année dernière. Deuxième étape, on a un objectif plus ambitieux cette année. On va s'adresser à plus de 1000 entreprises on va élargir le nombre de secteurs sur lesquels on va appliquer notre méthodologie. D'accord. Et ça, c'est ce que j'appelle moi la deuxième étape, 2023, début 2024. Et ensuite, effectivement, se posera la question, et le gouverneur l'a dit lors des entretiens de Valpré, se posera la question de la généralisation et de la diffusion. Nous allons commencer dès cette année à échanger avec les entreprises à partir du diagnostic que nous ferons de leur situation, à le faire dès cette année. Mais la généralisation et la communication au secteur financier, c'est une autre question et c'est l'étape suivante. C'est une étape qu'on se posera et c'est une question qu'on se posera. Donc je ne peux pas encore vous dire aujourd'hui comment on l'utilisera. On va l'utiliser. Notre idée, c'est de l'industrialiser, de la généraliser. Mais encore faut-il effectivement qu'on franchisse avec succès les étapes à l'étape actuelle. Une dernière question, la récolte de données, c'est quelque chose que... Alors effectivement, vous êtes habitué à le faire sur des sujets financiers. Quand on va sur des sujets extra-financiers, sur la prise en compte de l'impact d'une entreprise ou des risques liés à la météorologie ou de maturité des entreprises sur le sujet, est-ce que vous constatez, comme certains investisseurs, un peu plus de complexité parfois à avoir une donnée exploitable ? En fait, c'est une question sur laquelle, effectivement, je vous répondrai que c'est... Je ne vais pas dire que ce n'est pas une grande difficulté. La Banque de France a l'habitude, effectivement, d'aller au-devant des entreprises, de les rencontrer et de collecter des données. Dans le cas particulier, on va beaucoup plus loin. On va sur des données granulaires qui sont spécifiques au climat, les émissions, les plans d'action des entreprises, la quantification des actions tangibles qu'elles mènent. C'est effectivement beaucoup de données. Ce que nous veillons à faire auprès des entreprises, c'est de ne pas les sursolliciter, parce qu'effectivement, dans un contexte comme celui-ci, on peut penser qu'elles le seront. Et notre objectif, c'est effectivement d'aller chercher la bonne donnée dont nous avons besoin pour fiabiliser effectivement le diagnostic qu'on fera. Merci beaucoup, Hassiba Kabesh, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe à la Direction générale des services à l'économie et du réseau au sein de la Banque de France. Merci beaucoup. Merci Nicolas Vanis de m'avoir reçu. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au sujet des retraites dans un contexte de réforme des retraites qui pourrait allonger la durée de cotisation ou décaler l'âge de départ à la retraite. Faut-il regarder plus sérieusement le rachat de trimestre? Une question que nous allons poser à deux experts du sujet. Nous avons le plaisir de recevoir en plateau tout d'abord Valérie Batigne, dirigeante et fondatrice de Sapiendo Retraite. Bonjour Valérie Batigne. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et nous avons le plaisir d'être accompagné également par Philippe Bainville. Bonjour Philippe Bainville. Bonjour Nicolas. Vous êtes expert retraite au sein de l'assurance retraite. On va peut-être commencer avec vous Philippe Bainville. Le rachat de trimestre, ça fonctionne comment concrètement quand on veut préparer sa retraite? Alors, le rachat de trimestre, c'est un dispositif qui existe maintenant depuis plusieurs années, qui va permettre de racheter sous condition, c'est-à-dire qu'on ne rachète pas juste parce qu'on veut racheter, des années d'études supérieures, des années incomplètes, une activité à l'étranger. Et en fonction de votre situation, vous allez pouvoir racheter jusqu'à 12 trimestres. L'idée étant de bien se renseigner avant parce que c'est coûteux. Et puis, il faut voir si ça a un vrai intérêt par rapport à votre situation. C'est intéressant, ça veut dire qu'on ne peut pas racheter des trimestres pour partir à la retraite plus tôt. Il faut que ça corresponde à des périodes particulières de sa vie professionnelle. En tout cas, ça ne permettra pas de partir au titre des carrières longues. D'accord. On ne part pas avant l'âge légal. Après, ça va permettre de partir soit plus tôt par rapport à l'âge légal. Donc je devais partir alors on va parler avec la législation actuelle, je devais partir à 63 et je vais pouvoir anticiper et partir à 62, qui est l'âge légal aujourd'hui, ou diminuer ma décote, puisque ça permet aussi de diminuer la décote sur le taux. Valérie Batigne, est-ce que vous constatez dans le contexte actuel de discussion, négociation, si on peut le dire ainsi, sur la réforme des retraites, des réflexions un peu plus abouties qu'il y a un an sur le rachat de trimestre justement, alors qu'on voit que on pourrait travailler un petit peu plus longtemps, notamment ceux qui sont concernés par le départ à 64 ans? Alors je dirais que le climat actuel de réforme
incite plutôt à attendre. D'accord. Et je dirais à attendre, surtout pour les rachats de trimestre, et donc c'est ce qu'on conseille à tous nos clients, parce que beaucoup de personnes qui souhaitent acheter des trimestres, ou qui ont déjà acheté des trimestres, peuvent en fait les avoir achetés pour rien. D'accord. Donc il faut vraiment sensibiliser les auditeurs sur ce sujet. Racheter des trimestres ne signifie pas automatiquement avoir plus à la retraite. On a plus dans certains cas. Et notamment, la première règle, c'est être sûr qu'on va avoir besoin de trimestres. Et ça, ce n'est pas nécessaire chez tout le monde. Mais alors, on va commencer par les cas où ça se passe bien, puis après vous nous expliquerez dans quel cas, effectivement, ça ne sert à rien. Comment est-ce qu'on sait si on va avoir besoin de trimestre ou si on ne va pas avoir besoin de trimestre? À quel moment on le sait finalement? On le sait 1 ou 2 ans avant de partir à la retraite et quand on fait le bilan? Le problème, c'est que pour faire un diagnostic, il faut être sûr de la législation qui va s'appliquer. D'accord. Et notamment, il y a 2 choses importantes. La première chose la plus importante, c'est à partir de quel âge je vais avoir le droit de partir. C'est ce qu'on appelle l'âge légal. Et ensuite, de combien je vais avoir besoin de trimestres. Donc typiquement, là, on est dans une situation où l'âge légal va reculer de 2 ans. Donc, devrait, on ne le sait pas encore, mais... Devrait. Mais c'est déjà arrivé dans le passé. Donc, je prends une personne qui a 50 ans, par exemple. Elle a fait ses diagnostics, etc. Il lui faut 172 trimestres. Elle se dit, moi, il va me manquer 8 trimestres. 2 ans. D'accord. Là, si la réforme passe, cette même personne, on va lui dire, tu vas devoir travailler jusqu'à 64 ans. Donc, 2 ans de plus. Bien sûr, oui. Donc, 2 ans de plus, elle va valider naturellement 8 trimestres. Elle va avoir ces trimestres par son activité professionnelle. Donc, parce qu'elle aura continué à travailler. Parce qu'elle aura continué à travailler. Donc, si on achète trop tôt, avant de savoir quelle législation va s'appliquer, et notamment avant de savoir à partir de quel âge j'ai le droit de partir, on a un gros risque d'acheter des trimestres pour rien. Parce qu'il y a une chose très importante, c'est qu'arriver à l'âge légal, c'est-à-dire l'âge à partir duquel j'ai le droit de partir, avec trop de trimestres par rapport à ce qui est requis, ne sert à rien. D'accord. On n'aura pas une pension de retraite plus élevée? Non. C'est-à-dire le plus de pension, la surcote, ne commence qu'à partir de l'âge légal. Donc si j'arrive à l'âge légal avec quelque part trop de trimestres par rapport à ce qui est requis, ça n'augmente pas mon montant de trimestre. Philippe Bainville, si je comprends bien ce que nous dit Valérie Batigne, si on a eu effectivement des années d'études incomplètes ou qu'on veut compléter des années dont on sait déjà effectivement qu'il y aura peut-être un manque à gagner pour le jour où on partira à la retraite parce qu'il y a eu quelques petits trous ici et là, ça ne sert à rien de le faire trop tôt, ça ne sert à rien. On parle souvent de préparer sa retraite dès 30 ans, mais alors sur le rachat de trimestre, il vaut mieux attendre le dernier moment, c'est ça? Alors, le rachat, il est possible entre 20 ans et 67 ans. Oui, et il y a un sujet coût, c'est-à-dire que ça coûte moins cher. Plus on est jeune, moins ça coûte cher. Exactement. La mission du réseau de l'assurance retraite, ça va être de faire le point avec vous sur qu'est-ce qui peut potentiellement être déjà retrouvé dans votre carrière, des anomalies, des oublis, des erreurs. Donc on va faire ce travail-là de reconstitution de carrière pour voir en effet est-ce que le rachat est pertinent. Et s'il l'est, et que vous nous faites savoir que vous êtes en effet intéressé par un rachat, on vous fera un devis, c'est gratuit, en vous disant voilà combien ça coûte, voilà quel impact ça a sur le point de départ et sur le montant de votre retraite. Puis après, vous êtes libre de donner suite ou pas. Et nous, on a un outil gratuit sur notre site qui permet de faire une première estimation de sa situation pour déjà avoir une idée du coût du trimestre, puisque c'est plutôt onéreux. Et donc, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que j'ai les moyens de le faire? Et là, on pourra faire le point pour voir vraiment si ça a vraiment un intérêt ou pas. Alors, justement, réponse à la première question, quand est-ce que c'est pertinent d'envisager un rachat de trimestre? Alors, nous, ce qu'on sait, par exemple, c'est que typiquement, les personnes qui rachètent, le profil type, c'est une personne qui a 54 ans, c'est très majoritairement un homme, avec des revenus importants. Et si je dis que le profil type, c'est quelqu'un qui a 54 ans, ça veut bien dire qu'on est, aujourd'hui, avec un âge de départ à 62, une personne qui est déjà assez proche de la retraite, tout est relatif, mais pour avoir fait le plus gros de sa carrière et qui sait à peu près exactement à quel moment il veut partir. Et donc, en effet, on peut se dire que c'est plus pertinent quand on est proche de la retraite. Maintenant, c'est pas neutre en termes de coût. Parce qu'on vient combler des trous, finalement, dans sa vie professionnelle antérieure ou dans sa vie étudiante c'est ce que j'aimerais bien comprendre et pour que ce soit très clair pour les gens qui nous écoutent, c'est est-ce que c'est pour partir à l'âge légal et ne pas avoir à travailler en plus ou est-ce que c'est pour partir plus tôt? Ça ne permet jamais de partir avant l'âge légal. D'accord. Ça va permettre de partir à partir de l'âge légal, avec une décote diminuée ou sans décote. Après, c'est vraiment un choix qui est à faire et on peut faire les différentes hypothèses, mais jamais de partir avant l'âge légal. Ils ne sont jamais retenus dans le cadre du dispositif
plutôt du succès, des carrières longues. Valérie Batigne, vous nous le disiez, je refais le point sur l'actualité très rapidement. Finalement, dans un contexte comme celui-là, ça ne sert à rien de se poser la question du rachat de trimestre pour le moment. Il vaut mieux attendre de savoir quelle sera la législation demain. Et pour ceux qui ont l'âge de préparer leur retraite dans un futur suffisamment proche pour que la législation ne réévolue pas d'ici là. Voilà, exactement. Parce que dans le rachat de trimestre, il y a deux branches, on dirait. Il y a combien ça coûte. Ouais. Bon, ça, c'est clair, effectivement. Et le coût est très variable et il dépend de l'âge. Donc on peut alors, dire, concrètement, ça coûte combien ? Si vous prenez un tout jeune qui vient de finir une période de stage, ça coûte moins de 500 €. D'accord, mais ça peut servir à rien de le voir fait. Mais ça peut servir à rien. Et de l'autre côté, ça peut coûter jusqu'à même 4 500 €. Donc, d'accord. Vous voyez, voilà. Et alors, par contre, la deuxième branche, c'est très importante, c'est combien ça me rapporte. Bien sûr. C'est ça. Oui. Oui, bien sûr. Et on met en rapport les deux. Donc nous, chez Sapiendo, on fait des études pour ça. Donc, on fait deux calculs. C'est combien j'aurai à la retraite si je ne rachète pas de trimestre et combien j'aurai à la retraite si je rachète des trimestres. D'accord. Et ces calculs doivent se faire tout régime de trimestre confondu, pas que au régime général, mais au régime complémentaire aussi. Petite précision, c'est combien j'aurai à la retraite si je ne rachète pas de trimestre et que je n'ai pas travaillé ces trimestres en plus et que je suis parti à l'âge légal, voilà. Donc avec des trimestres en moins. Toutes les comparaisons se font au même âge donné. D'accord. Je veux partir à, disons, 62 ans, on est avant réforme. Combien j'aurai si je n'ai pas racheté mes trimestres, si on prend l'exemple de tout à l'heure, et combien j'aurai si j'ai racheté 8 trimestres en plus. Et là, on voit, je dirais, la vérité des prix. Donc, dans des cas, prenons le cas de quelqu'un à qui ça coûte 4 000 €. Il a 50 ans, bon, c'est un peu moins cher, mais 4 000 €. C'est fonction du revenu, le rachat de trimestre, oui. Ou c'est fonction du revenu? Oui. D'accord. C'est revenu, mais qui est plafonné au plafond de la sécurité sociale. Mais bon, disons, ça lui coûte 4 000 €. On fait les calculs, chez Sapiendo, on lui dit, ça va vous rapporter 1 000 € en plus. Donc là, c'est une super opération. Bien sûr. Puisque pour 4 000 € il a 1 000 € chaque année de plus. Bien sûr. 4 ans, c'est rentabilisé. On peut faire ce même calcul et on dit monsieur, ça va vous rapporter 100 € de plus. C'est pas la même histoire. C'est-à-dire qu'il faudra 40 ans pour amortir. Voilà. Mais on peut aussi lui dire, mais ça, il n'y a pas besoin de faire les calculs, dans votre cas, ça va vous rapporter 0. Mais alors, quand est-ce que ça rapporte 0 ? Ça rapporte 0 si, à l'âge légal, il a déjà tous ses trimestres. D'accord, oui, je comprends. Là, ça va lui rapporter 0. Donc, il aura dépensé 4 000 € et ça peut lui rapporter 0. Et là où ce qui est important, ce qui va se passer pendant la réforme, c'est qu'on peut faire un calcul. Mettons, on l'aurait fait l'an dernier, avant la réforme. On aurait pu dire à une personne, ça va vous coûter 1 000 €. Ça va vous rapporter, 1 000 €. Bien sûr. Donc, super. Sauf que la personne, on lui dit, mais vous devez travailler 2 ans de plus. Donc, on refait le calcul, on lui dit, là, monsieur, désolé, ça va vous rapporter 0. D'accord. Vous voyez ? Oui. C'est pour ça que nous, on déconseille 2 ans avant l'âge de départ légal. C'est très dangereux de se lancer dans cette opération coûteuse. D'accord, il n'y a pas un effet rétroactif ou en lien avec la législation qui s'appliquait à un instant T, non? Non. Alors, ça s'est déjà produit, ça, dans le passé. Donc, il y a eu des cas, c'est pour éviter que les gens aient dépensé tout cet argent pour rien, et il a fallu une loi qui a dit, dans ce cas-là, j'accepte de vous rembourser le trimestre que vous avez payé. Mais il faut une loi, c'est-à-dire c'est pas d'office, c'est pas automatique, c'est pas systématique. Voilà. Donc là, je pense que le problème risque de se poser. Philippe Bainville, je vous repose la question pour que ce soit très clair. Effectivement, si on rachète des trimestres alors qu'on est très jeune et que du coup ça coûte beaucoup moins cher, ça n'est pas toujours une bonne idée. Est-ce que ça peut quand même être une bonne idée dans certains cas? Il faut aller sur le simulateur et se rendre compte si c'est pertinent ou non ou... Ça reste un pari de toute façon quand on est jeune. C'est un pari, oui c'est ça, d'accord. Parce qu'on est très loin de la législation qui sera appliquée au final. Vous avez 20 ans pour un départ dans 45 ans. On se doute qu'il y aura probablement des changements. Donc c'est vrai qu'on est plutôt, nous, confrontés à un public qui est plutôt proche de la retraite. En effet, notre mission, c'est de dire c'est pertinent ou pas, parce que si ça n'a pas d'intérêt, on ne fait pas de rachat. Bien sûr. Qu'on fait un devis et que si le coût est trop important, on ne va pas plus loin que le devis. Et en effet, comme ça a été précisé, on attend probablement les modalités qui permettront pour ceux qui avaient racheté pour un départ proche et qui ne pourront finalement pas se servir de ces trimestres-là avec la réforme, de possiblement être remboursés. Nous, on pourra faire le remboursement quand on aura les précisions des pouvoirs publics. Pour finir, il nous reste un peu plus d'1 minute. On va commencer avec vous, Philippe Bainville, dans un contexte d'allongement de la durée de travail et donc de départ à la retraite à un âge plus avancé. Alors effectivement, aujourd'hui, on parle de 64 ans. On verra si c'est effectivement le cas. Comment est-ce qu'on se prépare au mieux dès le plus jeune âge pour sa retraite? Alors comment on se prépare le mieux? Moi, je dirais qu'on est curieux. On va voir son relevé de carrière. C'est facile, c'est gratuit. On s'inscrit rapidement sur l'assurance-retraite.fr et on va déjà faire un premier pointage de ce qui est dans sa carrière
pour voir si en effet, pour vérifier, c'est plutôt la bonne surprise, que le job d'été a bien été enregistré. Et on fait ça comme ça tout au fil de sa carrière. Et très prochainement, c'est prévu en 2023, plutôt pour les 55 ans et plus, on pourra mettre à jour en ligne sa carrière. Et c'est vraiment la base, c'est ce qui est le plus long et le plus compliqué. Et puis arriver à 55 ans ou à l'approche des 60 ans, selon l'âge qui sera décidé pour le futur âge légal, possiblement 64. Tout ce travail-là qui a été fait, il permet après de faire des choix plutôt éclairés et de savoir si on fait du cumul, de la surcote, de la retraite progressive. Mais on ne revient pas sur tout ce travail-là qui peut être un peu long. Valérie Bâtine, même question. Comment on prépare au mieux sa retraite dès le plus jeune âge ? En fait, il faut savoir que statistiquement, les revenus d'un Français à la retraite, c'est 80% de la retraite par répartition et 20% de l'épargne retraite. Donc effectivement, ces 80%, c'est très important. Il faut l'optimiser. Il faut vérifier qu'aucun point retraite, aucun trimestre retraite n'a été oublié, bien connaître la législation et l'optimiser. Ça, c'est en moyenne 80%. Alors, je dis souvent, c'est beaucoup, mais c'est pas tout. Et donc, il faut aussi penser à des stratégies d'épargne pour compléter ces 80% avec son niveau de vie attendu. C'est important d'anticiper. On passe en moyenne 25 ans à la retraite, c'est beaucoup. Donc, il faut s'y prendre tôt et regarder tout ça de près. Merci beaucoup Valérie Bâtine, dirigeante et fondatrice de Sapiendo Retraite. Merci Philippe Bainville, expert retraite au sein de l'assurance retraite. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.